C'est le 20h sur la télévision nationale. Bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous. Au menu de cette édition, semaine de l'inclusion financière au sein de l'UEMOA, la deuxième édition de cette foire économique se poursuit avec l'exposé des efforts du Bénin dans la quête d'une stratégie nationale. Le projet Arche est en marche dans les zones sanitaires de Soava et Ganvier. Une mission conjointe du ministère de la Santé et celui des Affaires sociales est allée faire le constat. Et puis, lancement à Cotonou des festivités du cinquantenaire du quotidien La Nation. La cérémonie d'ouverture des Noces d'Or du journal du service public a été présidée par le ministre en charge de la communication. Démarrons avec une bonne nouvelle. En bref, le Bénin est de retour dans le prestigieux conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. Et c'est à la faveur de l'élection qui a eu lieu hier mercredi 20 novembre 2019 à Paris, au siège de l'institution. À l'issue du vote qui crédite le Bénin de 155 voix, le pays marque son retour au sein de l'organe occupant la deuxième place du groupe 5 derrière le Ghana. Ainsi, 10 ans après son dernier mandat, le Bénin fait son retour grâce à la dynamique d'une diplomatie offensive. Et parlant justement de cette diplomatie, allons dans les locaux du ministère des Affaires étrangères où a été reçu ce jeudi un visiteur spécial. Le ministre des Affaires étrangères bissau-guinéenne est allé pour la première fois rencontrer son homologue béninois. Suzy Carla Barbosa et Aurélien Agbenossi ont échangé entre autres sur la situation préélectorale dans son pays. Le compte rendu est signé Angela Kwedia. Accueillie par le ministre Aurélien Agbenossi, la ministre bissau-guinéenne des Affaires étrangères a affiché d'emblée son grand intérêt pour le Bénin. Échange de civilité et de présent, et les deux personnalités se sont retrouvées pour un tête-à-tête. La crise préélectorale en Guinée-Bissau et les relations entre les deux pays sont les principaux objets de leur entretien. Le dimanche prochain, le 24, nous aurons les élections présidentielles à la Guinée-Bissau. Le Bénin, en tant que membre de la CEDEAO, est un pays qui suit la situation de la Guinée-Bissau. Et c'était tellement important de donner des informations de comment le processus se déroule. Et bien, les choses marchent bien. Nous sommes venus aussi remercier l'appui de son Excellence le Président de la République en tant que représentant de Bénin au sommet des chefs d'État qu'on a eu à Niamey, et aussi remercier mon collègue, le ministre des Affaires étrangères, pour tout le soutien que votre pays donne à la Guinée-Bissau dans cette situation de crise. Le Bénin souhaite désormais une régularité des visites entre les deux pays et il faut envisager de plus beaux jours pour les relations bénino-bissau-guinéennes. Nous ne faisons pas assez dans la coopération sud-sud. Les pays africains ne se fréquentent pas. Je dois dire que je n'ai mis pied en Guinée-Bissau qu'une seule fois de ma vie et Madame la ministre vient pour la première fois. Alors nous allons essayer de corriger tout cela. Il faudrait que nous nous fréquentons un peu plus, que ça aille dans le sens un peu horizontal et pas seulement dans le sens vertical. Alors nous allons, bien entendu, dès que le processus est terminé, voir quels sont les domaines dans lesquels nous pouvons avoir des actions concrètes. Notre souhait pour le moment, c'est que les élections se déroulent dans la paix en Guinée-Bissau, que cette transition puisse prendre fin et que ce pays puisse renouer avec le fonctionnement harmonieux de ses institutions et en même temps enclencher son développement pour le bien-être des populations. La ministre bissau-guinéenne est au Bénin dans le cadre d'une visite qu'effectue sur place le premier ministre de son pays, Aristide Gomez. Et dans le cadre de l'opération maritime Capacity Building 2019, le navire de commandement et de soutien logistique de la marine belge fait escale à Cotonou. L'opération vise à former des militaires béninois, congolais et togolais pour lutter efficacement contre la piraterie, de quoi renforcer le partenariat militaire entre le Bénin et la Belgique. Génial Lafouda Moussia Bouka et François Zinsou pour plus de précisions.
Le navire école A960 Godessia est en escale à Cotonou pour renforcer la coopération militaire bénino-belge. À son bord, des militaires de nationalité togolaise, congolaise et béninoise formés sur les techniques de lutte contre les crimes maritimes. Les participants à ce stage ont suivi plusieurs formations théoriques et pratiques dans tous les domaines de navigation, à savoir la sécurité en mer, la sécurité à bord, le secourisme, comment monter le quart, le radar, l'entretien du navire et l'entretien technique du navire. Il y a certaines choses qu'on connaissait théoriquement, mais ici à bord on a fait la pratique. C'est l'expérience acquise parce qu'on a été formé chez les Belges. L'expérience beaucoup plus pour aider aussi nos pays. Baptisée Maritime Capacity Building 2019, l'opération revêt 4 volets. Il y a la solidarité militaire et la solidarité humaine, la surveillance, l'entraînement et la diplomatie de défense. Par ce programme, on essaie de restaurer la stabilité de cette région. On essaie de supporter, de soutenir la sécurité locale. Il y a 10 marins béninois, toutes catégories confondues, qui ont embarqué à Lomé le 8 décembre pour des formations dans divers domaines allant de la navigation, sécurité, incendie, manipulation de l'armement, formation du premier secours. Outre la formation des militaires, l'opération Maritime Capacity Building 2019, c'est aussi un don de matériel de solidarité au profit des populations de Cotonou. Le navire est en provenance du port de Lomé. Après celui de Cotonou, cap sera mis sur Dakar. Bonne nouvelle pour les jeunes béninois. Bientôt, 1100 agents seront recrutés au profit des forces armées béninoises et de la police républicaine au titre de l'année 2019. Et c'est le Conseil des ministres de ce mercredi 20 novembre 2019 qui a rendu la décision publique. Et pour les citoyens rencontrés dans les rues de Cotonou, c'est une décision à saluer et pour plusieurs raisons. On les écoute. On dirait que c'est le cadeau de Papa Noël que notre chef d'État vient de nous donner. Parce que ça va sortir beaucoup de gens de la précarité. Non seulement il y a le problème d'emploi qui sera réglé, mais il y aura aussi la sécurité. Cette décision est bien louable. Parce que ça doit contribuer au renforcement de la sécurité. Tant au niveau de l'armée qu'au niveau de la police républicaine. 1969 va aider beaucoup la police républicaine à jouer son rôle régalien, qui est la garantie de sécurité à tous les citoyens. Donc tous les jours, à chaque année, il y a des départs à la retraite. Donc il y a un vide là qu'on doit chercher à combler absolument. Aujourd'hui, on ne veut pas mettre un policier ou un militaire derrière chaque Béninois. Et donc, lorsque déjà on arrive à recruter des gens, et dans ce domaine-là, le domaine de sécurité, le domaine de la défense, c'est sûr, ça va dissuader, n'est-ce pas, les hors-la-loi, et ça va donner encore plus d'espoir aux Béninois de plus s'investir dans les affaires. Réellement, la jeunesse souffre, les jeunes s'échinent, parfois font des études à prix d'or, mais sont réduits à des sous-emplois. Donc si l'État décide de procéder à un tel recrutement, on ne peut que saluer ça. Surtout que c'est dans le domaine de la sécurité qui est devenu un problème de souveraineté, parce que là, sans la sécurité, nous ne pouvons rien. Aujourd'hui, lorsque nous qui sommes les usagers de route, lorsque nous quittons par exemple Cotonou pour Poïcon, déjà, nous constatons sur la route qu'il y a au moins 2 ou 3 ou 4 postes de police. C'est bien. Et aujourd'hui, ces positionnements, pour moi, sont dissuasifs. Donc, ce recrutement va régler, à mon avis, la question d'insécurité. C'est une très bonne option. Le fait de rendre disponible
de boulot aux jeunes dans le pays. Parce que faire comme ça donne une nouvelle orientation aux jeunes. Et ça fortifie également l'esprit des hommes. Et ça les amène à savoir que le gouvernement s'intéresse à eux. Ça les amène à comprendre que le gouvernement est là pour les soutenir et non pour les laisser souffrir et non pour les laisser vivre tels qu'ils étaient. Il y a beaucoup trop de jeunes béninois qui sont... Quand je disais, ils sont gangrenés, ils ont beaucoup de diplômes. Les gens qui sont des maîtrises, on les voit rouler sur une moto toute la journée. Est-ce que vous vous en rendez compte? Les parents qui nous ont payé des études et qu'arriver à ce genre de vie et que tu ne peux même pas se permettre de dire que bon mais voilà j'ai mon diplôme, je peux faire une formation et travailler, tu ne peux pas. Et de là, on voit que les jeunes en train de partir, le pays fuit le pays. Donc je crois que c'est une très bonne décision. Je voudrais encourager le président de la République à continuer dans ce sens et à ne pas regarder dans le rétroviseur, car un avion n'a pas de rétroviseur, de continuer tout droit. La deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière au sein de l'UEMOA suit son cours et ce jusqu'au samedi 23 novembre prochain. Pour sa part, le Bénin est toujours en attente d'une stratégie nationale en la matière et les efforts du Bénin pour ce faire ont fait l'objet d'une conférence de presse au siège de la BCEAO Bénin à Cotonou ce jeudi. Le point détaillé, c'est avec Nicanor Kovi et Jules Akweikou. Selon la Banque mondiale, l'inclusion financière définit la possibilité pour les individus et les entreprises d'accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et de services financiers utiles et adaptés à leurs besoins. Un point de vue partagé par l'UEMOA qui a adopté pour ce faire un document cadre qu'il reste à décliner en stratégie nationale. En termes de points par rapport à l'élaboration de cette stratégie nationale, nous avons fait quand même un pas de géant. Et l'espoir, c'est de faire en sorte qu'à mi-2020, c'est-à-dire au plus tard en juin 2020, que notre stratégie soit une réalité, soit élaborée. À ce titre-là, le ministre de l'Économie et des Finances a pris le leadership pour non seulement faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse élaborer la stratégie nationale, mais également dans le cadre de la mobilisation des ressources pour les activités de cette stratégie. En amont et en aval du processus d'inclusion financière, l'exécutif sait devoir jouer une partition essentielle en plus des initiatives qu'il a déjà prises via ses ministères sectoriels. Une feuille de route a été élaborée et au niveau de cette feuille de route, nous sommes à la phase de faire passer une communication au Conseil des ministres pour que les autorisations requises soient obtenues afin d'élaborer cette stratégie nationale d'inclusion financière. Les résultats à court terme pourraient bien mettre en lumière les efforts du Bénin dans le concert des nations de l'UEMOA. Les perspectives pour 2020 sont très intéressantes, notamment pour notre pays. Et ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est d'inviter tous les acteurs de l'écosystème au niveau national de véritablement s'impliquer afin que nous puissions profiter de tout ce que nous avons comme possibilité au niveau régional, notamment les ressources qui seront mises à disposition pour que chaque acteur puisse tirer meilleur parti des avantages liés à cette inclusion financière au niveau national. L'accès à un compte d'opération courante constitue la première étape vers une inclusion financière entière, selon la Banque mondiale. Une étape vers laquelle tend le Bénin avec une digitalisation au cœur des actions du gouvernement béninois. Le développement durable comporte plusieurs dimensions et les actions des hommes caractérisent l'atteinte ou non des objectifs fixés par les Nations Unies. Avec les réformes engagées par le gouvernement, le Bénin semble être en bonne voie. Alexis Kenom et Jérôme Mungbo nous en parlent. L'environnement est la chose la mieux partagée de toute l'humanité. Mais elle n'est pas toujours la mieux protégée. Des initiatives se multiplient de nos jours pour lutter efficacement contre les effets pervers qui le dégradent. Des rendez-vous auxquels l'Afrique semble absente. L'Afrique pourrait effectivement apparaître absente de ce débat-là parce que
l'organisation du monde ne permet pas aujourd'hui que l'Afrique s'exprime pleinement et soit totalement visible. Pourtant, il y a plein de choses qui se font en Afrique. Et vous savez, la question de l'environnement, c'est d'abord une question individuelle, avant de devenir une question familiale, une question locale et une question nationale, pour devenir continentale. C'est une prise de conscience individuelle. Il faut que les Africains prennent conscience que tout ce qui avait été fait en Afrique avant l'ère coloniale et consorts, nous avions de très bonnes valeurs qui préservaient l'environnement et que nous devons retrouver ces valeurs sans compromettre le développement moderne. Ensuite, il nous faut un leadership éclairé. Si chaque pays africain a le leadership qu'il faut pour préserver et comprendre qu'il faut se recentrer sur un certain nombre de valeurs et de potentiels endogènes, sans fermer la porte à la coopération interpays et intercontinent. Oui, l'Afrique, doucement, va faire son chemin. Tout le monde aujourd'hui est conscient que l'Afrique est la terre de demain, la terre de l'avenir, parce que son potentiel est presque intact. Au Bénin, le programme d'action du gouvernement est orienté dans une direction apte à mieux structurer l'économie et mettre sur pied les bases pour une meilleure répartition des fruits de la richesse en vue de créer des moyens qui améliorent le cadre de vie des populations. Et c'est à travers tout un arsenal juridique et judiciaire. La loi 4 sur l'environnement qui est en train d'être relue aujourd'hui, de la loi sur les changements climatiques qui est une exigence pour nous, de la loi sur la gestion du littoral. Vous savez que nous avons une bande littorale qui fait à peine 10% du territoire national en surface, mais qui abrite pratiquement 40% de la population, donc une forte pression humaine. Et il y a la loi qui interdit l'utilisation des déchets plastiques non biodégradables, et puis toute une série de batteries, la loi cadre sur l'aménagement du territoire. Beaucoup de réformes sont en cours qui créent le cadre, les décrets d'application suivent, pour que, oui, au-delà des projets que nous mettons en œuvre pour améliorer nos conditions de vie, que le dispositif institutionnel et réglementaire, légal et réglementaire, soit également performant et favorise un développement durable. Les actions d'aujourd'hui qui portent largement atteinte à la protection de l'environnement hypothèquent le droit des enfants à disposer d'un environnement sain. Des changements de comportement s'imposent. Je voudrais nous inviter à nous préoccuper de polluer moins, de réduire notre capacité de polluer, d'avoir des habitudes de recyclage et de réutilisation. Nous devons aller vers une société qui adopte les bons comportements vis-à-vis de la gestion des déchets et vis-à-vis de notre environnement et de notre cadre de vie. Nous devons être individuellement les gendarmes de notre cadre de vie. Ce n'est que dans ce contexte que l'action publique, l'action du gouvernement pourra être durable. Et là, nous sommes vraiment sur le terrain du développement durable, qui est d'abord un travail de comportement et surtout de changement de comportement. La meilleure sensibilisation passe par le bon exemple. Et il est grand temps, pense l'autorité, que chacun mette fin aux habitudes prédatrices qui dégradent l'environnement. Et justement, à l'occasion de la célébration hier 20 novembre de la Journée internationale des droits des enfants ont été sensibilisés sur les bons comportements pour un environnement sain. Ils ont eu ce mercredi 20 novembre une séance d'échange avec le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et c'était à Seme City. Retour sur les grands moments avec Jérôme Mungo et Alexis Kenom. Demandons de l'aide dans tout le pays. Vous avez le droit de jouir d'une bonne santé, vous avez le droit de jouir d'une bonne éducation, vous avez le droit de jouir d'un environnement sain. Si nous ne nous mobilisons pas pour mieux gérer les effets pervers des changements climatiques, eh bien, les droits des enfants pourraient être hypothéqués. Mais il faut impliquer ces enfants et les sensibiliser aux actes citoyens, porteurs de protection du cadre de vie. C'est tout le sens à donner à ces échanges et c'est à travers le projet « Moi, ministre de l'Environnement ». Bonjour, si j'étais ministre, je planterais de bons arbres pour que la société respire. Je protégeais les eaux et les forêts. Je vais lutter contre la déforestation.
Je vais lutter contre les salubrités et placer un peu partout des poubelles dans le pays. Si quelqu'un finit de manger, il jette le sachet dans la poubelle. Une centaine d'enfants d'horizons divers ont sélectionné puis ils ont présenté leurs préoccupations au ministre du Cadre de vie et du Développement durable. Pourquoi n'existe-t-il pas de centre de récupération de déchets au Bénin autre que celui de Ouida? Aujourd'hui, c'est Wessé qui marche. Mais nous avons un deuxième lieu d'enfouissement sanitaire. We see much of bush burning and it pollutes the earth. And when we breathe in, some of us, it affects the lung. Please, is there anything we can do about it? Il faut éviter de brûler à l'air libre, surtout des matières toxiques comme les plastiques, les pneus et consorts. Juste dans la salle à côté, d'autres enfants de l'UNICEF cette fois-ci célèbrent la 30e convention relative aux droits des enfants. Aujourd'hui, on parle des droits de l'enfant et nous nous rendons compte de plus en plus que les effets pervers du changement climatique, quand vous voyez les inondations, quand vous voyez l'érosion côtière, quand vous voyez des pluies qui tombent n'importe comment, quand il fait trop chaud, quand les saisons ne sont plus respectées, c'est les changements climatiques et c'est notre action qui cause ça. Ces effets pervers vont constituer la première cause qui met en danger les droits des enfants dans un avenir très proche, à savoir empêcher les enfants de disposer d'un environnement sain, sûr et salubre. Je suis venu vous demander de nous aider à réussir et à relever ce défi et vous dire que le gouvernement et son chef, le président Talon, comptent sur vous pour cette bataille de l'environnement qui est une bataille de longue haleine, donc de l'avenir et donc votre bataille. Nul ne sera de trop, conclut-il, pour garantir un cadre de vie sain à la progéniture, ce qui est aussi un droit des enfants. Il a également, entre autres, invité chacun à marquer la célébration de son anniversaire par la mise en terre d'un plan. Le quotidien du service public La Nation célèbre aujourd'hui ses noces d'or, 50 ans au service de la nation tout entière. L'événement est célébré en présence des autorités ministérielles, des responsables d'institutions, des membres du corps diplomatique et les responsables des cadres de l'ONIP. Christelle Tongodo. Il y a 50 ans que paraissait pour la première fois le journal Daro Express, devenu aujourd'hui La Nation. 5 décennies après, le quotidien d'information et d'investigation du service public a tant d'histoires à raconter. Le 1er août 1969, sous l'impulsion du président Émile Derlin Zissou, l'hebdomadaire Dao Express paraîtra pour la toute première fois sous la forme de quotidien. Ainsi, du 1er août 1969 au 1er août 2019, cela fait alors 50 ans que paraît sans désemparer le quotidien national d'information. Il urge donc que nous marquions une pause pour réfléchir sur l'avenir de ce quotidien national d'information incontournable dans le paysage médiatique béninois. Le ministre en charge de la communication n'a rien voulu rater des temps forts, des noces d'or du journal paru pour la première fois au Bénin le 1er août 1969. Également témoin de l'histoire, il a partagé avec l'assistance quelques faits marquants de la vie du quotidien national. Dans l'environnement médiatique diversifié et hautement concurrentiel de notre pays aujourd'hui, avec plus de 100 organes de presse écrites, 76 radios et une quinzaine de chaînes de télévision, nous pouvons tous être fiers d'avoir le quotidien national d'information qui tient son rang et honore sa réputation. Depuis 50 ans, en effet, précisément depuis le 1er août 1969, notre quotidien de référence paraît sans discontinuer. Connu au départ, on vous l'a rappelé, sous l'appellation Dao Express, le journal est transformé en organe de relais de la politique du parti État après la révolution de 1972 sous l'appellation
Eouzou, ce qui veut dire changement, puis la nation depuis le renouveau démocratique. Et c'est donc vous dire que ces 50 ans de vie du journal n'ont pas été un long fleuve tranquille. Au menu des festivités du cinquantenaire, une gamme variée d'activités au nombre desquelles des conférences, débats, des jeux concours, mais également le vernissage de la grande exposition du cinquantenaire. Nous espérons avoir trouvé les points d'ancrage, les points de repère pour marquer cet événement majeur dans la vie de notre organe. J'ose croire que vous pourriez trouver à travers notre vernissage tout à l'heure des repères de l'histoire de notre pays. La fête du cinquantenaire se poursuit jusqu'au 6 décembre prochain. C'est aussi l'occasion pour le grand public de revisiter les événements ayant marqué le Bénin ces 50 dernières années. Et voyons pour finir cette mission conjointe du ministère de la Santé et de celui des Affaires sociales, une tournée dans les zones sanitaires de Soava et de Ganvié pour s'enquérir du déroulement de la phase pilote du projet Arche. Rebecca Kendiaoundé, Patrick Nimavo. Tous les résidents du Bénin, notamment les plus démunis, sont concernés par le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. 4 mois après le lancement de la phase pilote, en son volet assurance maladie, l'heure est plutôt à une visite de terrain pour prendre connaissance de l'avancement de la mise en œuvre du projet. Nous avons visité aujourd'hui les formations sanitaires de Soava et de Ganvié dans le cadre de la mise en œuvre du projet Arche, l'assurance maladie, pour nous rendre compte de comment cela se déroule. Nous avons été satisfaits en interrogeant les personnes, les agents de santé qui reçoivent les bénéficiaires, les populations vulnérables, les extrêmes pauvres. Et cette étape va précéder l'étape d'après où nous pourrons lancer également les phases pilotes dans le centre et dans le nord du pays. Ce qui nous a frappé le plus, c'est qu'il y a moins de cas graves. Cela signifie que les populations ayant vraiment senti qu'ils pouvaient vraiment être pris en charge et de façon efficiente et sans payer le moindre sou, lorsqu'ils sont pauvres, extrêmes, consultent à temps. Et ça, c'est fondamental. Ça permet vraiment de les traiter vraiment de façon précoce et d'éviter les complications. Ça, c'est vraiment un constat fort que nous avons pu faire sur le terrain. C'est dire que vraiment ce programme qui a été mis en œuvre par le gouvernement contribue sensiblement à l'amélioration de la santé des populations et à éviter que nous ayons plus de taux de morbidité et de mortalité. Dans le cadre de cette première phase, environ 120 000 personnes démunies vivant en conditions d'extrême pauvreté sont ciblées par cette phase pilote. Ceci pour le compte des zones sanitaires à Bomé-Calavi, Soava, Dassazoumé, Glazoué-Djougou, Kopargo et Waké. Tout se déroule pour le mieux selon les autorités. A priori, il n'y a pas de difficulté. Pour ce que nous avons eu jusque-là, il n'y a pas de problème particulier. Les médicaments sont disponibles. Les patients viennent, se font prendre en charge correctement. Il y a quelques cas qui viennent et qui, évidemment, découvrant que les pathologies qu'ils ont ne sont pas dans le panier de soins, sont parfois un peu frustrés. Mais avec les explications des agents de santé, tout se passe pour le mieux. Je voudrais encourager et féliciter les agents des centres de promotion sociale du centre de Soava pour leur travail de sensibilisation parce que c'est eux qui expliquent aussi aux populations comment se déroule ce projet Arche et quelles sont les conditions. Le projet Arche est un package de 4 services, l'assurance maladie, la formation, l'accès au crédit et l'assurance retraite. La phase pilote est prévue pour durer 6 mois avant d'être étendue à d'autres zones sanitaires. Et c'est tout pour ce 20h. Merci à chacun et à tous de l'avoir suivi.